Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015, et je suis moi-même en cétose nutritionnelle depuis 2013. Un sujet qui m'intéresse beaucoup avec le régime cétogène, qui est malheureusement souvent négligé, ce sont les micronutriments. Donc aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Amine, avec qui nous allons parler de micronutriments. Bonjour Amine. Bonjour Ulrich et merci pour l'invitation. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? Alors moi je suis physiologiste de formation, physiologiste de l'exercice et également nutritionniste. Tu m'as entendu? Ouais. Je fais je fais des formations, j'organise des congrès autour de la nutrition et des sciences de la nutrition en général. Et puis j'ai eu aussi une activité de scientifique. Voilà, j'ai à mon actif plusieurs dizaines d'études publiées. Voilà, tu as un super site, avec beaucoup d'informations, tu as, ta propre chaîne YouTube. Alors toutes les informations, concernant ton profil, ton activité et cetera, on va tout mettre en commentaire de la vidéo. Tout le monde pourra retrouver, en commentaire, toutes les informations te concernant, tes études, YouTube, ton site, et cetera. Super, merci. Déjà, ça fait longtemps qu'on se connaît. On se connaît depuis, des années. Tu m'as invité à un congrès au Maroc concernant le cancer pour parler du régime cétogène. Hem, Moi, je voudrais vraiment attirer l'attention des gens sur l'importance des micronutriments. C'est trop négligé. Souvent, les gens en régime cétogène, ils se focalisent sur les protéines, les lipides, les glucides, parfois les fibres, et cetera. Mais, dès qu'on commence à détailler le profil d'acides gras, le profil d'acides aminés, les vitamines et les minéraux, les oligo-éléments, souvent on a perdu tout le monde. Est-ce que tu partages aussi, cet avis sur l'importance des micronutriments? Tout à fait, oui, oui, bien sûr. Les micronutriments, ils ont une importance capitale parce qu'ils rentrent dans tout le métabolisme. On a beaucoup d'enzymes, de protéines en général, des récepteurs, des transporteurs, en tout cas des molécules qui assurent le fonctionnement de la cellule, qui nécessitent ces micronutriments pour bien fonctionner. Donc je peux prendre des exemples, les neurotransmetteurs ou les hormones. Il n'y a pas un seul qui n'utilise pas au moins 2, 3, 4, 5 micronutriments, soit dans le fonctionnement, soit pour la synthèse. Donc les neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine et le GABA et tout le reste. Et puis des hormones, hormones thyroïdiennes, on a besoin de 8 ou 10 micronutriments pour qu'ils soient bien synthétisés et pour que ça fonctionne correctement. Donc ils sont extrêmement importants. Les macronutriments permettent effectivement, moins pour les graisses, les glucides, bon ça permet d'avoir, une synthèse énergétique, les protéines aussi, partiellement, mais les micronutriments permettent de fonctionner toute la cellule. Donc la structure et l'énergie vient des macronutriments et puis le fonctionnement en lui-même vient des micronutriments. Oui. Alors, je suis tout à fait, d'accord avec ça et clairement, tu vois, il y a les travaux que j'aime particulièrement, ce sont les travaux de Linus Pauling avec sa célèbre théorie du triage et il a mis en évidence quelque chose de fondamental. Quand tu as un micronutriment, par exemple, qui rentre dans 300 fonctions métaboliques identifiées, si on n'apporte pas suffisamment de ce micronutriment, eh bien, le corps désactive toutes les fonctions à long terme et après, il revient dans le temps à moyen terme, voire à court terme. Ça veut dire que, par exemple, ne pas consommer certains types de micronutriments suffisamment en grande quantité, bah, va travailler sur un manque enfin, un système immunitaire défaillant, une longévité qui va être amputée, un squelette qui va être une masse osseuse qui va être réduite, et cetera, et cetera. Donc, il faut apporter tous les micronutriments et il faut les apporter pour 100% de nos besoins. C'est ce que Linus Pauling avait mis en évidence et c'est des grosses doses finalement de micronutriments. On voit que les recommandations officielles sont des doses, des quantités de micronutriments pour nous maintenir en vie, mais pas pour remplir 100% des fonctions, 100% du temps jusqu'à la fin de notre vie. Tu partages cet avis? Tout à fait et encore, alors c'est très important de parler des besoins, donc des apports en micronutriments nécessaires,
Et encore Linus Pauling, c'est encore, les années, 70, voilà, plus ou moins. Heu Actuellement, on a encore besoin de beaucoup Mmh, plus de micronutriments puisque le mmh, le mode de vie sédentaire, produit plus d'inflammation, plus de cancérogénèse, c'est-à-dire plus de cancérisation des cellules, plus de vieillissement également et plus de tout un tas d'autres, processus qu'on appelle le stress métabolique, que ce soit stress, glycans, le stress oxydatif ou autre et donc le besoin en micronutriments augmente drastiquement, de plus en plus parce qu'on est en train de les surutiliser. On a un stock mmh, de micronutriments qu'on surutilise à cause de toutes ces problématiques-là et donc on va dire les besoins officiels, ce qu'on appelle, en France, les apports, nutritionnels recommandés ou par exemple en Belgique, les apports journaliers recommandés, en tout cas c'est la même chose. Aux États-Unis, Dietary Food Intake, c'est les quantités qui sont déterminées pour dire: «OK, dans une population générale, on a besoin de telle mmh, quantité», voilà, mais c'est vraiment des quantités minimales et parfois c'est mmh. des quantités infinitésimales et complètement ridicules. Quand tu sais que, l'apport journalier recommandé en vitamine C tourne autour, en fonction des pays, on va dire entre 60 et 80 milligrammes. 60 et 80 milligrammes, c'est complètement absurde parce que dans ton alimentation, tu as, 5-6 fois plus pour quelqu'un qui mange normalement. Et puis tu ne trouveras, aucun complément alimentaire qui contient moins de 500 milligrammes par, tu vois? Par comprimé ou par gélule. Et d'autres exemples aussi, la vitamine D, le reste aussi des micronutriments. Et ça, en parlant même pas de l'approche de Linus Pauling qui lui recommande des doses plus élevées, encore plus élevées. Là, on est juste en train de parler de bon sens. Heu, voilà, c'est très sous-estimé et ça s'explique par le fait que, un, on prend en considération, des normes statistiques, voilà, qui sont et puis, des normes statistiques et puis en même temps, on prend en considération aussi, un certain nombre de paramètres, des changements, on va dire des tests statistiques et cetera, qui font que, à un moment donné, on tombe sur des normes qui n'ont plus aucun sens. Heu, Oui. les vitamines du groupe B, 1 milligramme, 1 milligramme 1, 1 milligramme 2 de vitamine B1, de vitamine B2, ça n'a aucun sens. C'est des quantités infimes et ça, comme tu dis, ça nous permet de survivre, de rester en vie. Voilà, mais pas d'avoir, un fonctionnement optimal et si tu Alors, regardes il y a sur il les y a études, ouais, il y a un certain nombre d'études, enfin un certain nombre, il y en a quand même plusieurs milliers d'études qui associent les carences, avec un certain nombre de maladies et les normes qui sont utilisées dans ces études, c'est des normes, on va dire, pas des normes tout à fait. santé, c'est des normes statistiques qui correspondent aussi aux AJR, aux apports journaliers recommandés, sauf que là, c'est les dosages sanguins. Eh bien, tu as des risques, élevés de à peu près toutes les maladies associées avec tous les micronutriments et si encore tu prends les normes santé qui sont encore plus élevées, t t ton risque augmente encore, plus. Alors, on a plein de problèmes, en fait, parce que moi, je suis aussi un grand fan de la littérature scientifique et au niveau des micronutriments, tout ce qu'il y a de plus intéressant, c'est des unités de recherche dans les années 60-70 où ils ont vraiment alerté, il y avait des problèmes de carence, surtout aux États-Unis, il y avait des services qui ont vraiment alerté sur plein de micronutriments. Il s'est rien passé et on a plusieurs phénomènes. Alors, on a un premier problème, c'est que l'alimentation humaine, elle n'est pas faite pour absorber l'équivalent de nourriture de 1200 ou 1400 kilocalories par jour. En effet, on peut manger normalement beaucoup plus parce qu'on a une dépense énergétique largement supérieure. Les gens mangent moins parce qu'ils deviennent sédentaires, ils luttent contre le poids, etc. Le problème, c'est la densité en micronutriments sur ce volume de nourriture. Si vous divisez par deux la quantité de nourriture que vous mangez,
bah, vous divisez aussi par 2 la quantité de micronutriments. Et donc, il y a un problème d'apport en micronutriments à cause de ce souci-là d'abord. Ensuite, il y a un deuxième problème, c'est les méthodes d'agriculture qui ont largement changé. On a un épuisement dans les sols, que ce soit les arbres fruitiers, les légumes, etc. Les sols s'épuisent, ils captent des micronutriments, ils sortent du champ, par exemple, mais ils ne sont pas remis. Donc, du coup, à force, décennie après décennie, les sols s'épuisent. Et puis, on a aussi une agriculture qui devient de plus en plus hors sol, c'est-à-dire, concrètement, les racines poussent directement dans l'eau, il y a une soupe qui est mise pour que les légumes ou les fruits poussent, mais il y a plein de micronutriments qui ne sont pas mis dans la soupe. Souvent, je parle du bord. Moi, j'adore le bord. Concrètement, quand on fait des tomates hors sol qui poussent directement dans l'eau, il n'y a pas de bord dans la soupe, ce qui est dommage, parce que le corps, il en a besoin. Et donc, tout ça cumulé fait que c'est vraiment détonnant, parce qu'on se retrouve vraiment à avoir aujourd'hui une population occidentale extrêmement carencée en micronutriments. Alors, moi, j'arrête pas de dire, on peut faire un régime cétogène parfaitement formulé juste avec la nourriture. On peut le faire, moi je l'ai fait. Par contre, c'est sport, hein. C'est du travail. Il faut prendre une application comme chronomètre, il faut tout rentrer dedans, il faut regarder exactement où est-ce qu'on trouve du cuivre, du zinc, du manganèse, du molybdène, etc., etc. Pour trouver ça en quantité suffisante dans son alimentation. Et c'est une vraie implication, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour susciter votre intérêt pour les micronutriments, parce que négliger les micronutriments, c'est laisser venir des maladies, avoir des productions hormonales qui sont en berne, donc des problèmes thyroïdiens, des problèmes de surrénal, du surpoids qui arrive, un système immunitaire qui est clairement défaillant, etc. Donc c'est de ça qu'on va parler tous les deux. Je pense que tu rejoins mon opinion à ce sujet-là. Peut-être veux-tu ajouter quelque chose d'autre? Non, non, tout à fait d'accord, donc ça complète très bien ce que je disais sur l'augmentation des besoins d'apport en micronutriments, et tu as tout à fait raison. Donc en parallèle, on a aussi, un déclin progressif de la richesse des aliments en micronutriments, ça c'est tout à fait. J'ai eu une discussion, une fois avec un chercheur que je nommerai pas, mais enfin, c'est un peu un exemple de la grande majorité des chercheurs actuellement, que ce soit en sciences nutritionnelles ou en sciences de l'agronomie ou de l'agriculture, ils pensent sérieusement que cette quantité en micronutriments dans les aliments, elle est exclusivement déterminée par la génétique. On avait eu une discussion, elle m'a dit: «Non, non, 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 l'environnement n'a pas beaucoup d'impact, là-dessus, les méthodes d'agriculture, c'est vrai que ça a, un peu d'impact, sur la composition, et encore, c'est pas sur tous les composants de l'aliment, mais c'est la génétique qui détermine tout, qu'il suffit, d'aller voir, bah, les études tout simplement, et tu vois bien que, ben, non en fait, tu prends une pomme, d'il y a, 50 ans, ça n'a absolument pas, la même composition que maintenant. Ça a complètement changé, tu as 8 à 10 fois moins de micronutriments dans une pomme d'il y a 50 ans que maintenant. Donc oui, je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ça, et donc d'où l'utilité alors d'avoir au moins une idée sur, quels sont les aliments les plus riches, aussi de se procurer des aliments de bonne qualité. Bon, ça devient de plus en plus difficile, de faire ça, bah, avec, bon, ça coûte plus cher, hein, une alimentation de bonne qualité, et c'est pas toujours accessible, c'est pas toujours disponible. Oui. Et on a un problème aussi sur, les données. C'est-à-dire que quand tu prends, par exemple, une table alimentaire comme Sical en France ou d'autres tables alimentaires dans le monde, quand tu dis: «Voilà, j'ai mangé 100 grammes de carottes, je voudrais savoir ce qu'il y a dedans», tu rentres tes 100 grammes de carottes dans ton application, elle va peut-être te donner un chiffre qui est basé sur une étude qui a été faite en 1967, hein. Et il n'y a rien qui a été refait depuis. Et techniquement, la carotte que tu vas manger dans ton assiette, elle n'a peut-être aucun rapport avec les chiffres qu'on va te donner. Si tu fais une analyse toi-même dans un laboratoire privé, une analyse comme ça vaut dans les 300 euros. Tu vas voir que les chiffres vont peut-être être très très différents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une différence absolument énorme entre la théorie, entre guillemets, et la pratique. Que ce soit dans les sols, que ce soit dans ce que les gens pensent manger, et même dans nos besoins, parce que on se rend compte que nos besoins peuvent être très différents d'un contexte à un autre. Tu parlais de la vitamine C tout à l'heure.
on sait très bien que les besoins de vitamine C sont largement supérieurs dans une population qui mange beaucoup de glucides, alors qu'une population qui va en manger beaucoup moins, un régime cétogène, un régime carnivore, les besoins en vitamine C sont pratiquement réduits à zéro, voire zéro. C'est-à-dire que la simple acide ascorbique qui traîne dans le tissu musculaire, on le voit chez des carnivores qui sont en régime carnivore depuis des décennies Mmh. et qui vont produire aucun des symptômes d'une carence en vitamine C. On voit que les niveaux les besoins de vitamine C dans ce contexte-là sont très différents. Par contre, quelqu'un qui voudrait lutter spécifiquement contre quelque chose, je parle d'un rayonnement électromagnétique, une maladie, etc., pourquoi pas utiliser des doses massives de vitamine C. C'est pas l'idée. C'est juste que selon le contexte de notre vie, par exemple une femme enceinte versus un homme de 70 ans sédentaire versus un homme de 25 qui voudrait faire de l'anabolisme musculaire, quand on lutte contre une maladie, par exemple quelqu'un qui sera à l'hôpital, qui serait un grand brûlé, etc., les besoins vont changer et doivent être adaptés et modulés. Et c'est pas simplement avec un plateau repas à l'hôpital qu'on arrive à avoir suffisamment de micronutriments. Je suis tout à fait d'accord, hein. Là, tu abordes un sujet important sur les indications, parce qu'on distingue bien en micronutrition, les apports journaliers recommandés qu'une personne, lambda en bonne santé, et encore là aussi a des caractéristiques par rapport au sexe, catégorie d'âge et aussi type de métabolisme et tout. Mais il y a ça et puis il y a toutes les indications, ce qu'on appelle des indications, soit, des pathologies ou des situations physiologiques particulières, tu vois? La ménopause, l'andropause, la croissance, la grossesse, l'allaitement, une personne âgée, donc tout ça, c'est des situations physiologiques particulières ou alors des pathologies. Et là, tu as pour certains micronutriments un facteur de 1 pour 500, 1 pour 1000 au niveau du dosage. Tu prends les vitamines du groupe B par exemple, tu es sur quelques milligrammes par jour, en fonction des différentes, vitamines, voire quelques dizaines de milligrammes. Et sinon, ça c'est pour les apports journaliers recommandés et pour des indications, tu passes directement, à une autre échelle. Tu es sur, quelques centaines de milligrammes par jour, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3 et cetera. Donc il y a les indications et pour les indications, encore une fois, ça aussi c'est important à comprendre, c'est que on parle toujours des micronutriments du point de vue du déficit. Mhm. On manque en micronutriments, on prend suffisamment pour corriger le déficit. Ça, c'est, une utilisation des micronutriments. Mais il y a aussi le fait que malgré qu'on n'en manque pas, au niveau des normes, en fait, si on fait une analyse sanguine, on a quand même une très large, fourchette, tu vois? Entre, la limite, à partir de laquelle, si on la dépasse, ça devient toxique et entre la limite où on est supposé avoir un déficit, même si c'est des limites un peu glissantes, on a quand même une très large fourchette et cette fourchette-là nous permet quand même d'utiliser, ces micronutriments à un certain dosage, heu, même s'il y a pas de déficit, d'utiliser ces micronutriments à un certain dosage pour Mhm. traiter un certain nombre d'indications. Alors, «traiter» entre guillemets, en tout cas pour contribuer à un protocole de prise en charge micronutritionnelle de certaines indications ou certaines pathologies. Oui, tout à fait. Donc on a différentes utilisations des micronutriments en fonction du besoin. Oui. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis parce que clairement, on pourrait presque considérer trois niveaux, à mon avis, ou peut-être quatre même, trois niveaux. On a un niveau en micronutriments qui est, on va dire, les normes officielles, le minimum de ce qu'on doit absorber pour survivre. Et là, je parle même pas de prospérer, je parle pas de longévité, je parle pas de procréation, je parle de survivre. Aujourd'hui, les normes, c'est ce niveau-là. Après, on a un autre niveau qui serait une norme de santé avec beaucoup plus de micronutriments qui remplirait 100% des fonctions biologiques. Et puis après, on a l'aspect thérapeutique des micronutriments. Typiquement, ça peut être aussi des mégadoses. Je pense souvent au protocole du docteur Coimbra sur la vitamine D, où il arrive à beaucoup de choses scientifiquement documentées avec de très fortes doses de vitamines, parce qu'il avait mis en évidence une notion de résistance à la vitamine. Oui, Avec une mutation du VDR, par exemple, quand on fait un SNP, mutation du VDR, résistance à la vitamine, et on s'aperçoit que la littérature scientifique nous montre de plus en plus que ce cas existe pour d'autres micronutriments, en particulier
tout ce qui touche à la méthylation, B9, B12, avec des formes différentes, des formes méthylées de ces vitamines-là. Et là, on arrive dans une approche thérapeutique grâce aux micronutriments avec des doses massives. C'est très intéressant ce que tu dis sur la vitamine D. Hem, bon, pas plus tard qu'hier, j'avais un séminaire et justement j'avais parlé de ce phénomène de résistance, résistance aux récepteurs. Au niveau de la vitamine D, pour donner, un peu un ordre d'idée par rapport à ce que c'est que cette résistance. Alors la vitamine D est un petit peu particulière parce que c'est aussi une hormone, c'est aussi une hormone stéroïdienne et donc, c'est une hormone, elle a un récepteur et ce récepteur présente des mutations chez une personne sur 5. Des mutations qui changent la conformation du récepteur. Le récepteur, c'est une protéine, c'est une grosse protéine qu'on trouve à l'intérieur des cellules, OK? Et cette protéine-là, comme toutes les autres protéines, elle a une conformation spatiale donnée, qui permet que la vitamine D vienne se fixer là-dessus. Et comme on a un gène qui code cette protéine-là, donc à partir duquel on produit cette protéine-là, si ce gène, au niveau de sa séquence, il y a quelque chose qui change, la conformation de la protéine change. Et donc l'affinité par rapport à la vitamine D, pour ne prendre que cet exemple, change aussi. Et donc il faudrait des quantités beaucoup plus importantes de vitamine D pour ces gens-là. C'est une personne sur 5, c'est 20% de la population. Alors il y a des petites différences en fonction des ethnies, mais en gros c'est ça, c'est à peu près 20% en moyenne. Et donc tu vois, la vitamine D est un excellent exemple. Tu vois des signes de déficit en vitamine D, et puis des complications et des répercussions de manque, de déficit en vitamine D chez ces personnes. Mais quand tu doses leur vitamine D, tu la trouves tout à fait normale. Puisqu'en fait, on ne dose pas le récepteur, on dose une C'est exactement forme ça. qui est Ouais. en plus pas une forme bioactive, une forme précurseur. Et on a de plus en plus ce phénomène-là, surtout au niveau de l'intestin. On a une résistance aux récepteurs au niveau intestinal à cause de la dysbiose, à cause des problèmes d'inflammation intestinale, etc. Et oui, donc les mégadoses ou ouais, les mégadoses, et puis il y a des doses normales en fait, qui sont en fait de plusieurs milliers, mais qui sont considérées officiellement comme des doses très élevées. Parce que, l'apport Mm. journalier recommandé en vitamine D, c'est 400 unités. Pour un enfant, c'est 200 et pour une femme enceinte, c'est 800. On est en dessous de 1000 en gros. Et donc, quand tu prends 4000, je rappelle que l'apport maximal tolérable pour la FDA euh, aux États-Unis, c'est 4000 vitamine D. En France, c'est autour de 2500, quelque chose comme ça. Donc, c'est des doses qui sont très très faibles. Euh, donc, ces personnes-là sont obligées de prendre au minimum 12 000 unités par jour, ceux qui ont cette résistance à la vitamine D. Au minimum. Sinon, ça sert à rien. Tu donnes 2000, 3000, 4000, 1000, ça n'a aucun effet sur cette personne. Et ça, c'est un très gros problème. C'est encore autre chose. La limite du bilan biologique, des analyses. Jusqu'où on peut utiliser ces analyses-là. Ça, c'est encore un autre volet. Pour parler aussi de la vitamine C, on a aussi les protocoles, par exemple, de la clinique Riordan, qui est utilisé pour l'accompagnement du cancer. Alors eux, ils n'aiment pas trop parler de traitement de cancer. Ils parlent plus d'accompagnement de cancer pour diminuer les effets secondaires, améliorer l'efficacité du traitement anticancéreux classique, etc. Mais c'est aussi des mégadoses. Et ça, c'est dérivé aussi, c'est pris des recherches et des travaux de Linus Pauling, justement, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Donc, tu as quand même pas mal de choses. Tu as la vitamine B3 aussi, à mégadose, pour la schizophrénie, certains troubles psychiatriques. Mhm. Donc, comme tu as dit, c'est encore une autre application. Il y a les indications de base avec des doses, on va dire des doses études, hein, parce que ça se base sur des études cliniques, tout ça. Hein.
pas juste, quelqu'un qui sort ça de son chapeau et qui dit, voilà, pour telle indication, on donne telle dose. C'est des études cliniques et puis au-delà de ça, tu as les mégadoses justement, effectivement, pour un certain nombre de situations, que ce soit de la résistance ou que ce soit un certain nombre d'indications pour lesquelles il y a aussi des études cliniques intéressantes. Oui, les mégados, c'est quelque chose d'intéressant parce que, tu vois, ils ont mis des normes sur ce qu'on devrait manger comme vitamines tous les jours, qui sont beaucoup trop basses, on est très bien. Certains naturopathes, médecins orientés sur, la santé et cetera ont développé des normes santé, mais on manque un peu de science là-dessus, il y a pas de consensus. Certains vont te dire plus ou moins. Mais après les mégadoses, c'est encore autre chose parce qu'on cherche le niveau de toxicité. C'est-à-dire, quelle est la dose létale d'une certaine molécule? Et là, on fait des études chez le rat, et cetera. Après, on divise ces doses-là pour les trouver chez l'homme. Mais pour, par exemple, la vitamine C, il est impossible d'avoir ces quantités de vitamine C par l'alimentation, par exemple, parce qu'on ne les trouvera pas dans la nourriture. Après, si on les prend en supplément, on a des problèmes digestifs. Du coup, pour des vraies grosses mégadoses, on passe sur des intraveineuses. Ici, aux États-Unis, tu peux le faire en libre service, intraveineuse de vitamine C ou intraveineuse d'autres vitamines pour court-circuiter l'absorption intestinale. Et c'est pour ça qu'on est sur des doses massives. Quand on parle de mégadose de vitamine D, bah, c'est simple. La vitamine D, on la synthétise grâce à une exposition au soleil. Quand on a un coup de soleil, on arrête de la synthétiser. Bah, on peut mesurer jusqu'où on peut produire chaque jour de la vitamine D. Et en gros, ça représente à peu près 10 000 12 000 unités internationales. Bon, ça veut dire que dès lors qu'on passe ce chiffre, si on est à 20 000, 25 000, 30 000, 50 000 par jour, on sait qu'on est dans une méga dose. Et on a d'autres paramètres. Par exemple, le docteur Coimbra, qui a inventé le protocole qui porte son nom, protocole Coimbra, donc je rappelle, neurologue au Brésil, qui est intervenu avec la vitamine D sur beaucoup de pathologies auto-immunes, sclérose en plaques et d'autres. Selon les personnes, c'est des dosages à 20 000, 50 000, mais on va suivre par exemple l'activité du calcium, l'activité parathyroïdienne, absorption du calcium, régime réduit en calcium, etc. Donc ça se fait sous le contrôle d'un médecin parce qu'il y a des paramètres à suivre à cause de cet apport massif de vitamine D. C'est l'utilisation des micronutriments à visée thérapeutique, donc qui va presque prendre la place de certaines molécules allopathiques, donc des médicaments. C'est des médicaments en fait, hein, quand on les utilise de cette façon, enfin, c'est des médicaments, après il faut s'entendre sur ce que c'est qu'un médicament. Du point de vue, légal, législation, bah, on a le médicament et tout ce qui n'est pas médicament, c'est un complément alimentaire, mais en quelque sorte, les études qu'on a, de plus en plus maintenant sur le complément alimentaire. D'ailleurs, le complément alimentaire maintenant s'hypertrophie, c'est pas juste les micronutriments, c'est aussi les extraits de plantes, les polyphénols et tout un tas de choses. Hem, c'est, on va dire, c'est cadré de la même façon au niveau des études cliniques, en termes de méthodologie, en termes d'utilisation, des effets doses, l'évaluation des effets dose-réponse et tout. C'est bon, tu peux enlever le complément et tu remets un médicament, ça fonctionne aussi, hein, en termes de protocole d'étude. Donc et d'ailleurs, on a beaucoup d'études qui comparent, certains micronutriments ou compléments avec certains médicaments. Tu as comme ça, pas mal d'études sur, voilà et tu as d'ailleurs même, parfois on se dit, c'est complètement absurde, parce que tu as d une molécule, 2 mo je prends un exemple, tu as 2 molécules, les 2 sont des alcaloïdes. Les 2 touchent, à peu près 50 des mêmes voies métaboliques. Un est un complément alimentaire et l'autre est un médicament. Ça donne les mêmes effets secondaires et quand tu les compares en essais cliniques, c'est exactement le même effet à dose égale. Et c'est bon, c'est un peu bah, c'est pour dire que, les micronutriments, maintenant, c'est testé dans les études cliniques comme si c'était des médicaments, quand on les teste sur, des indications. C'est-à-dire que ce soit sur les mégadoses ou sur des doses un peu plus basses, mais qui sont en fait des doses beaucoup plus élevées que les apports journaliers recommandés. Hem et donc, en parlant par exemple de de mégadoses, on a aussi l'utilisation de la vitamine B3. Abraham Hoffer, Société internationale de médecine orthomoléculaire, qui est utilisée auparavant, pour la schizophrénie et pour les troubles bipolaires et un certain nombre de troubles psychiatriques aussi, des mégadoses de vitamine B3. Bon, à l'époque, ils utilisaient la niacine.
l'acide nicotinique. Maintenant, il y a mieux, il y a beaucoup mieux. La Mmh. nicotinamide et d'autres formes, NADH et d'autres formes qui sont intéressantes. Mais pour dire que le complément alimentaire maintenant se professionnalise et il est en train de rejoindre en quelque sorte le médicament. Et prenons un autre exemple. Il y a une molécule qui s'appelle l'acide alpha-lipoïque Oui. qu'on synthétise. C'est un antioxydant très puissant qu'on synthétise endogènement, mais qu'on trouve aussi dans un certain nombre d'aliments. C'est une molécule soufrée. Dans certains pays, c'est considéré comme un médicament et c'est même remboursé par la sécurité sociale pour la neuropathie diabétique. En Allemagne, par exemple, ou dans d'autres pays. Et on a d'autres exemples comme ça. L'OMS considère qu'un certain nombre de micronutriments, je vais citer le calcium, je vais citer la vitamine A, la vitamine D, etc., elle les considère comme des médicaments, s'ils sont sous une forme galénique particulière. Donc, donc les vitamines et les micronutriments, etc., les oligoéléments et toutes les autres substances un peu dérivées qui sont aussi des micronutriments, ils ont une utilité nutritionnelle, diététique, mais ils ont aussi une utilité au niveau de la prise en charge d'un certain nombre d'indications. Alors, c'est super intéressant, ce que tu dis et en plus, il faut vraiment parler de comme tu dis, l'évolution, du complément alimentaire parce qu'on s'est aperçu qu'entre entre la molécule que vous allez rechercher, la molécule que vous allez synthétiser et la molécule que vous allez essayer de donner à un être humain, bah, on s'est aperçu, par exemple, que l'absorption intestinale ou le foie pouvaient désactiver, certaines molécules. Et techniquement, on voudrait apporter une molécule à quelqu'un, l'industrie du supplément alimentaire la crée. Donc vous l'avez en complément, vous la prenez en gélule, sauf que votre foie, pour X raisons, va transformer cette molécule en autre chose. Et donc du coup, l'effet recherché avec cette molécule n'existe plus. Parce que votre foie est passé par là comme filtre. Du coup, ils sont obligés de créer de nouvelles molécules, parfois complexes, pour contourner les choses et pour s'assurer que l'effet recherché de la molécule arrive bien au bout. Typiquement, sur des formes de vitamine B, particulièrement les formes méthylées, on sait que les gens qui ont une mutation sur le MTHFR ont des problèmes de méthylation, des niveaux d'homocystéine élevés, etc. Et donc l'industrie du supplément a créé des formes méthylées de ces vitamines qui n'existaient pas avant. Donc il y a une vraie recherche, il y a un vrai progrès, il y a un vrai recherche et développement dans ce domaine du supplément pour s'approcher des effets thérapeutiques du médicament. Et c'est intéressant parce que l'hyperhomocysténémie par mutation MTHFR, c'est en Méditerranée quelque chose comme 40% de la Mm. population, donc presque. En fait, le pourcentage va de 17 à 40% à peu près. Ça dépend aussi des groupes ethniques. Et là, le vrai traitement de ce truc-là, c'est, comme tu dis, la forme méthylée de la vitamine B9. Parce que le MTHFR, c'est la dernière enzyme qui va permettre de donner la forme fonctionnelle bioactive de la vitamine B9. Et cette enzyme-là, si tu as une mutation, par exemple, comme la C677T, qui est la plus fréquente et la plus impactante sur l'activité de cette enzyme MTHFR, Ouais. et si tu l'as reçu des deux parents, c'est-à-dire tu as la mutation complète sur les deux allèles, tu vas avoir 10 fois moins d'activité de cette enzyme. 10 fois moins. Et le problème avec ça, c'est que quand tu prends de l'acide folique, c'est la B9 de deuxième génération. C'est bon, la B9 qu'on synthétise à partir de bactéries ou de micro-organismes qui n'existent pas réellement dans l'alimentation. Quand tu trouves dans différentes sources folic acid, acide folique, etc., contenu dans tel et tel aliment, en fait, on a tellement utilisé l'acide folique comme substitut terminologique à la vitamine B9 que maintenant on pense que l'acide folique c'est la B9. Or c'est juste la forme, on va dire Ouais. le deuxième Mais génération. non. Et non. Et donc les gens qui ont cette mutation et qui prennent de l'acide folique, tu as maintenant quelques études qui montrent que ça augmente le risque de certains cancers, prostate, sein, colorectal, parce que cet acide folique, il n'est pas bioactif, il doit être converti. Et comme ces personnes-là n'arrivent pas à convertir en forme bioactive,
Eh ben, qu'est-ce qui arrive? Cet acide folique, il a quand même une ressemblance au niveau de la forme moléculaire avec la forme méthylée, la 5-MTHF, la forme méthylée de la B9. Il vient se mettre sur le récepteur à la B9 et il fait rien. Donc il bloque le récepteur. Donc ces personnes-là, qui ont déjà 10 fois moins de B9 qu'une personne normale, ces petits 10% qu'ils arrivent quand même à produire, ben, ne fonctionnent pas, rentrent encore en plus en compétition avec l'acide folique. Et donc euh, la seule solution pour ces gens-là, c'est de prendre la version, la forme méthylée, la B9 de troisième ou de quatrième génération, qui est méthylée. Donc là, tu contournes l'enzyme, tu donnes directement ce que l'enzyme aurait dû produire, sauf qu'elle ne le produit pas, ou pas suffisamment parce qu'il y a mutation. Et donc là, c'est un exemple intéressant pour dire, voilà, Oui. on a une recommandation nutrigénétique typique ici, de dire, voilà, prenez du 5-MTHF, forme méthylée de la vitamine B9, pour Mmh. cette problématique-là. Et on n'a pas de médicament pour ça. Alors, c'est super intéressant et pour vraiment illustrer, l'exemple jusqu'au bout, les États-Unis ont été les pionniers sur l'enrichissement de certains aliments en compléments alimentaires. Les gens mangent des suppléments sans le savoir et typiquement la farine de blé, qui est utilisée dans tous les supermarchés aux États-Unis, est enrichie en acide folique. Et donc, quand on prend cette farine enrichie en acide folique chez des gens qui ont une mutation du MTHFR, donc qui méthylent mal la B9, ça devient une catastrophe. Donc concrètement, ils utilisent leur paquet de farine, ils vont le mettre dans leur journal nutritionnel, et dans leur journal nutritionnel, par exemple Chronometer ou une autre application, va dire apport de B9 suffisant. Sauf que c'est pas la bonne forme et que cette forme-là, elle est presque toxique pour eux. Et de l'autre côté, on a de la science, par exemple, il y a un grand syndrome aujourd'hui qui est euh, sous-médiatisé, qui s'appelle le syndrome d'Ehlers dans l'os, Mm. qui touche de plus en plus de monde, c'est-à-dire qu'on l'identifie de plus en plus. À la base, c'est un syndrome d'hyperlaxité, c'est-à-dire que vous êtes capable de retourner vos doigts à l'envers, des choses comme ça. Vous avez la facilité à vous faire des bleus, à vous faire des entorses, etc. C'est un problème de synthèse du collagène. Mais le problème, c'est que ça impacte énormément de choses dans le corps. Tous les organes sont touchés. On voit des problèmes de gens qui ont des circulations sanguines. On voit des gens qui ont des problèmes, des femmes au moment des grossesses. On voit des problèmes au niveau des gaines neuronales. Et donc, ce syndrome, en fait, c'est un spectre, un peu comme le spectre autistique. C'est le spectre LR dans l'os. Et j'ai vu une étude il y a encore pas très longtemps, il y a moins d'un an, qui mettait directement le lien avec un problème de MTHFR et de folate. Directement. C'était un problème sur le folate. Et donc, on voit que, comme tu dis, là aujourd'hui, la médecine et la science, elle avance en mettant le doigt particulièrement sur des problèmes de micronutriments, c'est-à-dire des problèmes d'utilisation de micronutriments, de synthèse de micronutriments, d'apport insuffisant en micronutriments, créent de vraies maladies au bout. Oui, oui, tout à fait. Ça crée beaucoup de maladies et c'est tout à fait normal. Euh, une, une, euh, une vitamine ou un minéral, prenant le magnésium, tu as des centaines de réactions biochimiques où intervient le magnésium. Typiquement, tu prends juste les hormones qu'on synthétise au niveau du cerveau, les hormones centrales, TRH, TSH, ACTH, CRH, toutes les hormones. Il n'y en a pas une seule qui n'est pas synthétisée sous l'effet du magnésium. Donc, quand tu as moins de magnésium, tu t'attends à quoi? Tu vas avoir toutes les problèmes. Alors, c'est pas systématique parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu et il y a des points de vulnérabilité pour chacune des personnes en fonction de sa génétique, son épigénétique, de son style de vie et de la capacité de son organisme à s'adapter parce que voilà, on n'est pas un récipient, on n'est pas une citerne. On est quand même un peu plus complexe que ça. Et donc, il y a des processus d'adaptation qui font qu'on arrive quand même à tenir un certain temps, même si on est carencé, déficitaire en telle et telle chose, on arrive quand même à tenir un certain temps avec ça, parfois très très longtemps. Mais derrière, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a tout un tas de maladies plus ou moins graves qui sont en train de se préparer. Et quand c'est là, eh bien, c'est là et c'est très souvent très difficile à renverser ou à prendre en charge. Oui.
Et le magnésium, tu le cites, il est essentiel. J'arrête pas de le rappeler. Dans tous mes livres, deuxième livre, premier livre, la Ceto Academy, tout ça, j'en ai parlé. Le magnésium, il est essentiel. 80% des Occidentaux sont ultra carencés en magnésium. On part sur une base de 400 mg d'ultra minimum. 80% des gens n'ont pas ces 400 mg. Et quand on monte chez le sportif, par exemple, quelqu'un qui fait un peu plus de sport, le magnésium rentre directement dans la génération d'ATP. Plus on fait de sport, plus on a besoin de magnésium. Donc, c'est pas délirant d'aller sur des 800 mg, 1000 mg de magnésium par jour pour un sportif, par exemple. Et aujourd'hui, amener ça avec la nourriture, il faut commencer vraiment à s'en occuper parce que la nourriture, elle est relativement carencée. Et comme tu le dis, il y a des étapes de la vie où on épuise en magnésium, par exemple, quand on va être stressé, des choses comme ça. Et puis, on vient rajouter un autre problème là-dessus, c'est que aller détecter une vraie carence en magnésium, par exemple, c'est compliqué. Beaucoup de gens vont dire, je fais une analyse de sang, dans mon analyse de sang, j'ai pas vu qu'il y avait de carence en magnésium. On ne peut pas voir une carence en magnésium avec une analyse de sang. Et donc, c'est compliqué parce que quand on explique aux gens, il faut faire plutôt une analyse d'urine. Et encore, le magnésium, c'est vraiment compliqué. Mais par exemple, sur une analyse d'urine de 24 heures, on voit beaucoup plus de choses que sur une simple analyse de sang. Le magnésium est stocké et utilisé, il transite, mais son transit, en fait, est relativement fin. On sait qu'il y a tout le temps la même quantité de magnésium qui va transiter. Ce qui nous indique en rien sur vos stocks de magnésium. Donc, on peut être complètement déplété en magnésium et pas le voir sur une analyse de sang. Je pense que tu vas confirmer ce que je dis. Oui, pour la plupart des micronutriments, on a une homéostasie. En fait, tout ce qui circule dans le sang, et il est très très régulé, il est ultra régulé. Tu as même des micronutriments qui ont des hormones carrément, qui ne font que ça. Tu prends le calcium, c'est 3 hormones pour le calcium à lui seul. Tu vois, la calcitonine, la parathormone et la calcitriol, qui est la forme bioactive de la vitamine D. Le phosphore, tu en as 2, vitamine D et parathormone. Tu vois, et tu as comme ça le fer, par exemple, tu as l'hepcidine, une hormone juste qui fait que ça, c'est réguler les taux de fer dans le sang. Donc, et même si tu n'as pas d'hormones directement dédiées à ça, tu as des mécanismes métaboliques très fins d'homéostasie qui maintiennent le taux de ces micronutriments sur une fourchette qui est très 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 faible. Euh, et, et, et en général, à moins qu'il y ait une carence extrêmement grave, extrêmement poussée, tu vois rien du tout dans une analyse sanguine. Et encore pire dans une analyse sérique. Analyse sérique, tu vois quasiment rien du tout. Une analyse érythrocytaire, c'est-à-dire dans les globules rouges ou dans les leucocytaires, dans les globules blancs, là c'est un peu plus fiable. Comme tu dis, une analyse urinaire, oui, pour certains micronutriments. Une analyse urinaire des 24 heures, c'est encore plus fiable. L'iode, par exemple, ça c'est encore le gold standard, on va dire, d'analyse. La meilleure analyse, c'est l'analyse urinaire des 24 heures. Mais tu as aussi, ce qui est aussi complexe à gérer également, c'est les symptômes cliniques de déficit également. Pour le magnésium, tu as un certain nombre de symptômes qui peuvent apparaître bon, c'est des choses qui sont relativement connues, la dépression, la fatigue, la, l'anxiété, les troubles du sommeil, euh, voilà, les crampes également, le manque de certains, de certaines hormones, le manque de certains neurotransmetteurs, la baisse des performances cognitives et physiques. Bon, tu as un certain nombre de ces symptômes. Alors, bien sûr, c'est des symptômes qui sont pas très spécifiques, sauf mis à part les crampes, peut-être, ou tu peux associer au magnésium, ou peut-être au potassium, ou à la déshydratation. Mais tu as quand même aussi un certain nombre de symptômes qui peuvent te dire, OK, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu vas aller mesurer au niveau de la biologie, tu trouves rien du tout. La question ici à se poser, c'est pas qu'est-ce que je prends en compte? Est-ce que c'est la clinique ou est-ce que c'est la biologie? Bon, la réponse est pliée, c'est la clinique, parce que la clinique, c'est le réel. C'est comment ton corps réagit. La réponse, la question à se poser ici, c'est pourquoi, malgré que je suis carencé cliniquement, ça se voit, pourquoi la biologie n'indique rien?
Voilà, et là, il y a en fonction des différentes situations, il y a différentes réponses. La réponse la plus courante, c'est que Mmh. l'analyse biologique ne sert pas à grand chose dans cette situation. Dans d'autres situations, si tu prends par exemple la vitamine D, autre exemple qui est une molécule, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui fonctionne avec un récepteur, bah, à ce moment-là, tu te dis: «OK, il y a des symptômes de déficit en vitamine D. Dans la biologie, c'est plus ou moins normal. C'est à ce moment-là, pas la quantité de vitamine D qui manque, mais peut-être autre chose. Ce autre chose, c'est peut-être la vitamine D bioactive qu'on n'a pas suffisamment, le récepteur qui ne fonctionne pas bien, la vitamine Mmh. D, voilà, qui pour une raison ou une autre n'arrive pas au niveau des tissus, et cetera, et cetera. Donc il y a, toujours cette idée, même chez maintenant les professionnels de santé, les médecins, qui est majoritaire, de dire le gold standard au niveau du diagnostic, du moins pour ces carences-là en micronutriments, c'est les analyses biologiques, c'est les analyses sanguines. Encore, or, c'est complètement dépassé, c'est complètement faux. On sait très bien que pour les micronutriments, les hormones et les neurotransmetteurs, la clinique est très importante, si ce n'est pas pour dire qu'elle est la plus importante pour un certain nombre de micronutriments, d'hormones et de neurotransmetteurs. Mmh. Donc il y a toujours cette limite parce que la clinique n'arrive pas à évaluer la totalité de la fonction d'une molécule, d'un micronutriment, et que on doit voir qu'est-ce que le corps dit cliniquement pour pouvoir être sûr qu'on a suffisamment ou pas. Alors, un point que je voudrais aborder aussi parce que, je rappelle qu'on ne prend jamais de suppléments nutritionnels, de compléments, sans savoir exactement ce qu'on fait. Parce que je vois des gens, prendre des mégadoses de choses en se disant: «C'est plus, c'est mieux», mais non. Il y a, pour moi, 2 grands groupes de micronutriments. Il y a des micronutriments qu'on va excréter quand ils sont en excès et des micronutriments qu'on ne va pas excréter, on va les stocker. Ça peut aller jusqu'à des maladies. Alors, des grosses doses de vitamine D peuvent poser des problèmes si elles ne sont pas sous contrôle. Le sélénium, par exemple, va poser des problèmes s'il n'est pas sous contrôle. Il y a une fourchette, un maximum, un minimum. Il y a des micronutriments, par exemple, on sait que des doses massives d'iode vont être excrétées dans les urines. Par contre, le sélénium, non. Donc, faites attention entre des molécules qui vont être excrétées quand elles sont en dose importante et d'autres qui vont être stockées parce qu'on peut avoir une intoxication avec des micronutriments en supplément. Avec la nourriture, c'est déjà un peu plus difficile, même s'il y a déjà eu des cas d'intoxication à la vitamine A avec de fortes doses de foie. Mais bon, ça reste relativement rare. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est l'importance aussi du lien entre les micronutriments. Typiquement, j'avais fait un article il y a 2 ans sur le zinc et le cuivre. C'était juste un exemple, mais beaucoup de micronutriments sont en lien et fonctionnent soit en opposition, soit en équilibre, soit donc on sait qu'il y a un lien entre, par exemple, le calcium et le magnésium. On sait qu'il y a un lien avec les oxalates qu'on va avoir dans la nourriture et le calcium. On sait qu'il y a un lien entre les oméga 3 et les oméga 6, entre donc le cuivre et le zinc. Sachez que les micronutriments doivent être apportés en équilibre, parce que ça n'a pas de sens en fait de donner une seule mégadose d'un micronutriment si de l'autre côté c'est pas en équilibre. En fait, faut imaginer que tout ça c'est relié comme avec des élastiques. Quand vous mettez à fond les gamelles sur un micronutriment, automatiquement ça va impacter un autre micronutriment. Donc parfois il faut apporter un ensemble de micronutriments pour garder un équilibre. Je pense que tu vas Oui, confirmer aussi ce que je oui, oui, dis. bien sûr. Il y a un certain nombre de micronutriments qui peuvent être dangereux. Euh, je pense au fer, par exemple. On supplémente jamais en fer si on ne sait pas combien de Mhm. fer on a. En général, on mesure la ferritine, le taux de ferritine dans le sang. Au niveau sérique, c'est un peu moins fiable, mais bon, ça s'utilise aussi, c'est d'une fiabilité moyenne. Et surtout, au niveau des érythrocytes, au niveau des globules rouges, ça, c'est alors, il y a les signes cliniques aussi, mais surtout, l'analyse biologique est extrêmement importante. Donc, on ne supplémente jamais, au grand jamais, en fer, juste comme ça. Donc, il faut avoir une carence. Et quand on a une carence, on supplémente en fer. Quand il n'y a plus de carence, on arrête de se supplémenter. Donc, ça, c'est très, très important. Et puis, oui, il y a des vitamines qui peuvent être
Oui, c'est toxique. La vitamine B12, par exemple, elle est parfaitement sécuritaire parce qu'on a un très, très gros stock au niveau du foie. Il y a aucun souci. D'ailleurs, si on regarde au niveau du différentiel entre ce qui est recommandé comme apport journalier recommandé, 10 à 20-30 microgrammes, on peut donner jusqu'à 5000 microgrammes, 5 Mmh. milligrammes, donc ou même plus dans certains cas. C'est relativement sécuritaire, mais on ne prend pas non plus 5000 microgrammes pour rien, juste comme ça, pour se dire: «Tiens, la vitamine B12 est bien, on va la prendre». Il doit y avoir, un justificatif, il doit y avoir une indication à ça. Une vitamine comme la vitamine C, ne pose aucun problème, mis à part des petits désagréments au niveau digestif si on en prend, trop d'un seul coup. Le magnésium aussi accélère le transit, mais par exemple le potassium peut être dangereux. Ça peut produire des arythmies et il faut bien préciser que, à la fois, le manque Mmh. de potassium dans le sang et l'excès de potassium dans le sang, l'hypokaliémie et l'hyperkaliémie, ce sont toutes les 2 des urgences médicales, des urgences vitales. Donc, alors on prend normalement du potassium, à partir de l'alimentation autour de 2 à 3 grammes. En général, on supplémente à, 10 fois moins cette dose, cette quantité-là, donc 300 et cetera, Mmh. et c'est pour ça qu'on a 300 milligrammes en supplément. Par contre, dans l'alimentation, on a 10 fois plus parce que le potassium est relativement dangereux aussi. Ça peut créer des arythmies cardiaques, donc il faut faire attention par rapport à ça. Donc on ne prend pas des micronutriments juste pour les prendre. Il doit y avoir une indication à ça. Voilà, donc certains sont bien, il y a pas de problème, c'est pas aussi toxique que ça, et d'autres sont relativement toxiques et comme tu le disais très bien, il y a des interactions. Pas uniquement au niveau de l'absorption, parce que souvent quand on dit: «Ah, interaction», par exemple le calcium avec le magnésium, ça interagit, voilà, il y a de la compétition au niveau intestinal pour l'absorption, mais il y a pas que ça. Il y a des interactions après l'absorption aussi. Donc ça aussi, il faudrait alors si on est sur des petites doses, ça change rien, Mmh. tu vois? On est sur un multivitaminé qui contient un petit peu de tout et qui, en quelque sorte, très souvent ne sert à rien parce que les doses sont très petites et les formes aussi sont pas les bonnes. Mais bon, c'est pas toxique, mais en même temps, ça sert à rien. Mais si on commence à utiliser des doses pharmacologiques de micronutriments. Bon, là, il faut les utiliser comme si c'était des médicaments. Parce que pour la plupart, ils peuvent avoir des effets indésirables, bien entendu. Non, mais clairement, moi, je mets en garde aussi, depuis le début, ne prenez jamais de suppléments nutritionnels sans savoir exactement ce que vous faites. Si vous n'avez pas parfaitement identifié une carence, regardez aussi la forme et regardez les interactions avec d'autres micronutriments. Amener beaucoup d'un micronutriment sans les autres peut poser des problèmes. Typiquement, j'ai encore vu un papier, cette semaine qui mettait en évidence, des mégadoses, de d'iode qui pourraient être considérées comme toxiques sous certaines formes, et cetera, avec des espèces réactives à l'oxygène, et cetera, qui étaient totalement annihilées, modulées par des apports massifs de sélénium. Et on s'aperçoit en fait que souvent, dans la nature, dans l'aliment, on va manger de l'iode et du sélénium. Donc il y a déjà les deux. La nature fait très bien les choses. Mais nous, en tant qu'êtres humains, si on prend l'un et pas l'autre, ça peut poser un problème. Donc faites attention avec les suppléments. Alors il faut faire attention à son alimentation. Il ne faut pas qu'il y ait de carence. Il est préférable d'amener un supplément plutôt que d'entretenir une carence. Mais de l'autre côté, faites attention aux apports massifs et faites attention à l'équilibre des micronutriments. C'était ça mon message de mise en garde. Tu as un autre exemple aussi, la vitamine D. Tu sais que pour que la vitamine D se convertisse en sa forme bioactive, fonctionnelle, il faut du magnésium. Le fait de prendre la vitamine D sur plusieurs milliers d'unités, voire plus, sur une longue période, ça épuise le magnésium. Ça te crée une carence en magnésium. Voilà, et puis Mhm. tu as la vitamine D qui ne se convertit plus en sa forme bioactive, en tout cas pas plus suffisamment, et tu as en plus de ça, en bonus, une carence en magnésium. Juste parce que
tu prends de la vitamine D en grosse quantité sur une longue période. Heu, donc tu dois combiner toujours du magnésium avec de la vitamine D. Si c'est une prise sur une courte période, sur quelques semaines, en général, ça pose pas de problème, à moins que la personne ait déjà carencé en magnésium. Tu as autre chose aussi, puisqu'on parle de vitamine D, il y a de plus en plus de données maintenant qui apparaissent sur le fait de prendre trop de vitamine D, ça peut créer des calcifications ce qu'on appelle des calcifications des tissus mous, et ça commence déjà par les vaisseaux. De prendre trop de vitamine D trop longtemps, seul. Donc le fait de prendre la vitamine D, il faut toujours associer avec ça la vitamine K2. Comme ça oriente le maximum Oui, d'apport en vitamine D vers le tissu osseux et ça prévient les calcifications des tissus mous. Voilà, il y a des exemples comme ça, il y en a plein. Mais il faut savoir, comme tu dis, ce qu'on fait et pourquoi on prend tel ou tel micronutriment, dans quel but, quels sont les objectifs, et quand ces objectifs sont atteints, ben on arrête quand il n'y a plus de raison d'en prendre. tout à fait. Et non, non, les doses thérapeutiques, tu parlais de vitamine D et de calcification des tissus mous. Justement, on sait très bien ce qui se passe sur la limite du coup de soleil, ce qu'on peut produire au maximum en vitamine D avec une exposition au soleil. Et donc, on sait que quand on dépasse ça, par exemple, 50 nanogrammes, c'est une bonne base pour la santé. Ça, 50 nanogrammes par millilitre. Dans le protocole du docteur Coimbra, il monte à 100, 150, 200 nanogrammes. Donc, c'est des doses supraphysiologiques qui amènent des niveaux de vitamine D qui sont au-delà des normes. Et donc là, ils font très très attention à leurs apports en calcium parce que d'un côté, il y a l'apport en calcium qui doit être juste suffisant, mais s'il n'y a pas assez d'apport en calcium dans l'alimentation pour ces personnes-là, c'est le squelette qui est mis à contribution. C'est-à-dire, on a une décalcification avec des apports massifs de vitamine D à ces niveaux-là. C'est pour ça que je dis que c'est l'utilisation d'une vitamine pour un usage thérapeutique qui doit être fait sous contrôle médical et on ne s'improvise pas ça dans son coin. Voilà. Oui, Euh, oui, on a exactement. un optimal de vitamine D autour de 50 nanogrammes. C'est ce qu'on a, par exemple, si vous êtes au mois d'août, torse nu en France, en maillot de bain, vous allez faire 50 nanogrammes. Un maître nageur, par exemple, au bord de la piscine, il va faire 50 nanogrammes. Ou quelqu'un qui a une peau très noire en Afrique, qui va être en permanence dehors, malgré le fait que, on est sur l'équateur, il a une peau très noire qui va le faire comme résistant à la vitamine D, il va faire aussi 50 nanogrammes. C'est des niveaux qu'on a à peu près dans toutes les populations, y compris même dans les populations ancestrales du Nord, c'est-à-dire proches de l'Arctique, parce qu'ils consomment de la vitamine D qui est stockée dans les tissus gras et le foie en particulier, de certains poissons, etc. Ils arrivent à avoir ces niveaux-là par la nourriture. Mais disons que c'est une norme à peu près santé partout dans le monde. Maintenant, si on a un objectif thérapeutique, typiquement inverser une pathologie auto-immune, protocole Dr Coimbra, c'est du psoriasis, c'est des scléroses en plaques, c'est beaucoup de pathologies dans ce domaine-là. Eh ben, faut aller au-delà, mais là, c'est sous contrôle médical. Oui, en parlant de vitamine D, tu as une différence en fait entre la population méditerranéenne qui se trouve donc, on va dire ni très au nord ni très au sud, heu, parce que les populations du nord, elles ont, les populations du nord historiques, hein, elles ont, développé un certain nombre de mécanismes d'économie de la vitamine D. C'est-à-dire ils peuvent fonctionner avec moins de vitamine D, fonctionner optimalement avec Mmh. moins de vitamine D que quelqu'un du sud. C'est ce qui est bon, c'est une sélection naturelle qui s'est faite sur des dizaines de milliers d'années ou plus. Heu, et puis, bon, ils sont protégés Oui. contre les rayons UV parce qu'il y en a pas beaucoup, et en même temps, ils arrivent à synthétiser, un petit minimum. Je ne parle pas de la sédentarité actuellement, bon ça a uniformisé, toutes les zones. Mais, du coup, donc les populations, Oui. d'équateur, donc qui ont la peau très foncée, justement, à cause de cette, ou grâce aussi à cette, mélanine qui permet de protéger la peau parce que c'est les mêmes rayons UV de type B qui produisent ou qui aident à produire ou qui stimulent la production de vitamine D dans la peau. Ces mêmes, rayons-là sont aussi délétères pour la peau. Il y a toujours un équilibre à avoir, et donc les populations africaines sont protégées contre,
les rayons solaires, en tout cas, elles sont protégées plus que les autres populations. En même temps, ils arrivent quand même à avoir, comme tu dis, les 45, les 50, voire les 60 nanogrammes par millilitre de vitamine D par jour, à supposer qu'ils D'accord. s'exposent régulièrement et tout. Les populations du Nord, ben, elles mangent aussi beaucoup de poissons gras, etc. Et en même temps, elles ont ces mécanismes d'économie d'énergie, de la vitamine D. Mais les populations méditerranéennes n'ont pas ces adaptations, ou les ont beaucoup moins. C'est-à-dire, les populations méditerranéennes n'ont pas la peau foncée et n'ont pas, ou très peu en tout cas, les mécanismes d'économie de la vitamine D. Donc c'est pour ça que dans la Méditerranée, dans le bassin méditerranéen, que ce soit d'ailleurs le sud ou le nord, rive sud ou nord, on a plus d'impact, pas forcément plus de carence que les autres populations, mais l'impact de cette carence est beaucoup plus prononcé sur ces populations que les populations du nord ou du sud. Et ça, c'est un vrai problème, qui est un problème qui est apparu il y a Mmh. quelques dizaines d'années, quand on a commencé à se sédentariser, de plus en plus. En Europe, un peu plus tôt, 20-30 ans avant, et puis après en Afrique du Nord et dans les autres pays, 20-30 ans un peu plus tard. Mais maintenant, on a vraiment une sorte d'uniformisation avec cette sédentarité qui n'est pas juste la sédentarité, c'est pas juste le fait de ne pas bouger ou de rester chez soi. C'est aussi des contraintes imposées par la vie de tous les jours. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans le tertiaire, qui est dans un bâtiment complètement fermé, et qui travaille toute la journée, et qui se réveille tôt le matin, qui est dans sa voiture, qui va travailler toute la journée et ensuite il rentre, il fait déjà nuit. C'est aussi de la sédentarité. Et donc c'est pour ça que les populations méditerranéennes doivent faire beaucoup plus attention à à leur vitamine D que les populations du Nord ou les populations du Sud. Bien sûr, c'est encore pire pour quelqu'un du Sud qui vient dans le Nord. Là, ça s'inverse encore et là, c'est encore pire pour lui. Et quelqu'un du Nord qui part vers le Sud aussi, il a plus de risques de maladie de la peau, de cancer de la peau, etc. Ah, c'est un vrai problème et on voit, par exemple, les populations noires, aux États-Unis qui sont spécifiquement étudiées pour justement d'extrêmes carences en vitamine D, plus d'événements cardiovasculaires, plus de cancers et cetera. Parce que la couleur de leur peau déjà, sur une même exposition au soleil que leurs voisins qui seraient avec une peau blanche, ils ont des problèmes spécifiques sur la vitamine D. Oui, oui, exactement. C'est d'ailleurs un sujet d'étude de beaucoup d'études sur les populations noires américaines, en général, dans les études cliniques Mmh. sur la vitamine D et sur pas mal d'autres pathologies aussi. C'est des populations, c'est des ethnies qu'on inclut exprès dans l'étude pour avoir plus d'infos sur, Mmh. sur l'impact de la mélanine. Et oui, c'est tout à fait ça. C'est comme d'autres ethnies aussi un peu particulières, mais vraiment les noirs américains, c'est un sujet d'étude, extraordinaire, oui. Alors, Amine, je voudrais te laisser le mot de la fin sur, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais vraiment considérer comme, comme une forme d'alerte sur considérer vraiment tel micronutriment ou tel micronutriment qui sont vraiment très importants, une sorte de top 3 ou top 5 de priorité sur les micronutriments pour être en bonne santé, à considérer, on va dire, les plus grandes carences. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Bon, c'est très difficile de déterminer quel micronutriment pourrait être plus important que d'autres. Mais si tu, parce que tu m'as donné une grille de lecture qui est en fait la fréquence des carences dans ce cas, je dirais vitamine D, magnésium, vitamine C. Ça, c'est la base. Voilà. Et puis après, gérer en fonction des situations et en fonction des problématiques qui pourraient se poser. Donc, vitamine D, magnésium. Alors, quand on dit vitamine D, magnésium, ça se combine très bien. Il y a l'apport en magnésium là-dedans, l'apport en vitamine D, mais quand on donne de la vitamine D, comme je disais tout à l'heure, il faut toujours associer du magnésium. Et donc, accessoirement, vitamine K2.
même si on manque pas forcément de vitamine K2, mais on est obligé de la prendre avec de la vitamine Mmh. D, puisque ce qu'on va donner, en vitamine D, c'est en général des quantités assez importantes, donc ça risque d'épuiser le pool de vitamine, K. Et donc la vitamine C, c'est la base. On est en manque constant de vitamine C parce qu'on parle toujours de scorbut, scorbut, Mmh. prescorbut. Ouais. Mais bon, ça, c'est quand on n'a plus de vitamine C. Ça, c'est quand on s'apprête à mourir par carence en vitamine C. Mais quand on en a un minimum, ça ne veut pas dire qu'on en a suffisamment. Et c'est pareil pour les autres micronutriments aussi. Il faudrait après, il y a des situations un peu complexes, par exemple, dans le cas des personnes qui sont très vulnérables au niveau immunitaire, bah, il faut déjà de la vitamine D, il faut du zinc aussi, de la vitamine C. Donc des vulnérables, ça ne veut pas dire forcément malades, mais des terrains. Il y a des terrains infectieux, des personnes qui développent des infections les unes après les autres, des terrains allergiques, des terrains inflammatoires. Voilà. Heu, donc je dirais que ce sont vraiment les micronutriments les plus intéressants du point de Mmh. vue, au moins du point de vue, de la fréquence au niveau des carences. Et c'est déjà très important de sensibiliser à l'importance des micronutriments. Ne négligez jamais les micronutriments. Considérez votre alimentation comme une source de micronutriments. Si vous oubliez que, votre alimentation, au-delà des protéines, des lipides, des glucides, c'est aussi une source importante de micronutriments, vous allez passer à côté d'un sujet essentiel qui mettra en péril, peu importe votre objectif, que vous soyez un sportif, que vous luttiez contre une maladie, que votre objectif soit de faire centenaire sans maladie ou perdre du poids, ne négligez jamais les micronutriments, ils sont essentiels. Tout à fait, Je te remercie beaucoup pour ce témoignage, Amine. On a eu quelques ça a petites été un latences sur grand notre plaisir communication, pour mais je te moi remercie aussi. beaucoup pour ce précieux témoignage. Merci à toi aussi, ça a été un grand plaisir. Merci.